Corentin Moutet souhaitait renvoyer Alexander Bublik chez lui. Il regarde actuellement ce digest dans son lit. Plus de Français du coup au Masters de Paris déjà ce mercredi soir. Des manœuvres politiques qui pourraient changer la face du tennis avec Sinner en acteur principal et l'inarrêtable Vachereau. C'est le programme Se marre de ton nouveau digest de Paris-Bercy, j'allais dire non, Paris-Nanterre. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de mes quotidiennes tous les soirs sur le Masters de Paname. Et on attaque juste après ton pouce et juste après ça. Le tennis tel que vous le connaissez pourrait définitivement changer. En tout cas, des évolutions majeures sont à prévoir ces prochaines années sur le circuit ATP et sur le circuit WTA. C'est l'énorme info, la grosse news qui est passée sous silence. L'article du Guardian sur les manœuvres qui se passent en coulisses au niveau du tennis. On va prendre le temps parce que c'est super intéressant, vous allez le voir, et ça va vous permettre d'analyser ce qui va se passer ensuite. On a Yannick Sinner, vous le voyez, qui est en première ligne pour lutter aux côtés de l'ATP pour essayer de récupérer plus d'argent du côté des grands chelems. On apprend lors de cet article que les grands chelems redistribuent simplement entre 12 et 15% des revenus totaux qu'ils génèrent, alors que sur les circuits ATP et WTA, on est plutôt à 22%. Alors on a un exemple concret, à Wimbledon l'année dernière, la dotation, le prize money était de 50 millions de pounds, ça faisait 12,3% simplement des 406,5 millions de livres générés par le tournoi. Donc il passe où en fait les quasiment 90% restants? Alors on sait que les revenus des grands chelems ruissellent sur le tennis national, ruissellent sur les fédérations, ce qui fait que les fédérations britanniques, françaises, australiennes et américaines sont surpuissantes par rapport aux autres. Donc on a un groupement des 10 meilleurs joueurs du monde masculin et féminin qui se sont organisés pour écrire une petite lettre aux grands chelems et essayer de récupérer plus d'argent. Alors les grands chelems ils disent hors de question qu'on commence à négocier tant que la PTPA nous attaque, la PTPA qui attaque aussi l'ATP et la WTA. Vous voyez, c'est un énorme bordel. La PTPA qui a été créé par Novak Djokovic. Et Novak Djokovic, justement, il n'est pas du tout impliqué dans cette histoire. Il n'a pas co-signé la lettre qui a été envoyée au Grand Chelem. Il a dit aussi quand la PTPA a envoyé son attaque, en fait, je suis pas forcément d'accord avec tout. Donc Novak, il en a plus rien à carrer de cette histoire. Alors est-ce que c'est par lassitude? Est-ce que c'est par cynisme? En tout cas, celui qui est souvent présenté comme le grand défenseur des 200e, 300e mondiaux, voilà, dans cette histoire, il n'est pas du tout impliqué. Et d'ailleurs, il avait critiqué, il y a quelques semaines maintenant, l'inaction des meilleurs joueurs du monde quand on avait choisi de passer les Masters 1000 sur 12 jours. Mais l'idée pour les 10 meilleurs joueurs du monde, masculins et féminins, c'est pas de s'en mettre plein les fouilles. Non, c'est d'avoir une meilleure redistribution des richesses, un meilleur ruissellement. C'est ce qu'on voit en jaune. La lettre exprimait également leur frustration face au fait que les tournois du Grand Chelem ne contribuent pas aux prestations sociales des joueurs, telles que les retraites, les soins de santé et les congés maternité, alors que les circuits ATP et WTA versent ensemble 80 millions de dollars. Alors ça, c'est quelque chose qui est apparu en 2023, c'est le plan Baseline, donc ça vient du plan One Vision de Andrea Gaudenzi, avec 3 piliers dans ce programme. On a une garantie de revenus minimum, ça concerne les 250 meilleurs joueurs du monde. On a également une protection contre les blessures. Si le joueur n'arrive pas à disputer 9 tournois ATP ou Challenger, il va recevoir un petit bonus, un petit pécule. Et le 3e pilier de ce plan-là, c'est l'investissement pour les nouveaux joueurs, les joueurs qui arrivent sur le circuit. Et en fait, on se rend compte que Yannick Sinner, qui est tout à fait en première ligne sur ces négociations, eh bien, c'est le bras armé de l'ATP, puisqu'il est intégralement aligné avec les positions de l'ATP. On parle aussi ces derniers mois, ces 2 dernières années, d'un circuit premium qui pourrait pousser. Je vous apprends rien, on a eu l'arrivée d'un Masters 1000 en Arabie Saoudite, ça ce sera pour 2028, ce sera très probablement lors du mois de février. Il est hors de question de toucher au mois de janvier qui appartient à l'Australie, et d'ailleurs pour ce faire, on va devoir faire de la place. Et manifestement, on aurait 5 tournois, donc des 500 et des 250, qui devraient dégager pour libérer de la place, en sachant que ce Masters 1000, ce sera sur une semaine, et il ne sera pas obligatoire comme celui de Monte-Carlo. Et donc vous le voyez, il y a d'énormes tensions entre d'un côté l'ATP, la WTA et les grands chelems. L'ATP qui fait que se développer et qui veut faire des mini grands chelems avec les Masters 1000, et puis les grands chelems qui sont l'histoire du tennis et qui font le plus d'argent. La tension, elle vient aussi des tournois obligatoires,
joueurs, ça c'est Carlos Alcaraz qui en parle souvent. Yannick Sinner, pareil, il est encore une fois aligné avec les positions de l'ATP, il défend souvent le calendrier, il dit vous pouvez faire des choix, ce qui est vrai parce que regardez, on a par exemple pour les ATP 500, en fonction de votre participation, il y a un bonus pool, c'est-à-dire que les 6 meilleurs joueurs de cette catégorie vont obtenir jusqu'à 3 millions en cumulé, et pour le premier, il obtient carrément plus d'1 million de dollars. Donc Carlos Alcaraz, cette saison, il a touché 1 million de dollars parce qu'il a participé à beaucoup d'ATP 500 et qu'il a remporté le plus de points. Et la vérité, je vous apprends rien, c'est l'argent. L'argent roi, l'argent qui domine. Carlos Alcaraz qui sera encore sur 2 exhibitions aux États-Unis en pleine intersaison le 7 et le 8 décembre. Vous avez la promotion sur son Instagram. Donc à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux. Est-ce que tu veux jouer la Lever Cup avec pareil une garantie de plus d'1 million? Est-ce que tu joues l'exhibition le Six Kings Slam avec 1,5 million garanti et 6 millions pour le vainqueur, ou est-ce que tu prends des temps de repos? Est-ce que tu es capable aussi de ne pas jouer des tournois entre guillemets obligatoires, parce que le seul truc qui est obligatoire en fait c'est de les jouer pour pouvoir obtenir un bonus. Et donc nous avons tous les éléments constitutifs d'une future implosion du tennis. Alors attention, dans les années 60 il y avait les pros et les amateurs, dans les années 70, 80, c'est pareil, il y avait beaucoup de tensions autour des exhibitions, on avait des circuits séparés. En fait, le tennis a réussi à s'unifier dans les années 90, 2000, 2010, et là, après le Big Three, on sent qu'il y a un gâteau qui est énorme et tout le monde veut croquer dedans, l'ATP se développe, les grands chelems refusent de partager les gains qu'ils génèrent, et on a des joueurs, évidemment, qui chassent l'argent à tout prix, parce que l'argent sera toujours le nerf de la guerre, et je crois qu'on peut se donner rendez-vous d'ici 3-4 ans, et on aura l'occasion de constater qu'il y aura certainement d'énormes changements dans notre sport. Allez, on avance sur le coin tactique, le résumé des matchs de la journée, et mes très chers côtés, j'ai vécu suffisamment longtemps, c'est officiel, pour voir Alexander Zverev au terme d'un match bourbier par essence, il avait un break de débours dans la 3e manche, réussir un service demi-volée, genou à terre, volée courte comme ça ici, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on est où? Et puis il y a Valentin Vachereau qui continue son grand n'importe quoi. Le mec il est intouchable, il y a rien qui le perturbe. Là par exemple on est dans le tie-break de la première manche, un truc au couteau, plus d'1 heure de jeu, il a 2 balles de 7, il les fait pas, il tire la langue. T'as l'impression que rien ne l'atteint, il arrive à passer à autre chose, à passer outre les moments de frustration. C'est le truc le plus dur à faire en tennis. Surtout que derrière il va babouiner une double faute sur balle de 7, et là il y a combien de joueurs qui s'effondreraient? Surtout un joueur qui était 240e mondial il y a quelques semaines. Eh bien non, pas du tout, que nenni. Malgré un service aux abonnés absents, parce que Vachereau était simplement à 52% de première, c'est son pire total depuis le début de son run à Shanghai. La différence, elle s'est faite derrière la 2e balle. Rinder qui est à 43%, le Monégasque qui est à 58%, et qui a dégondé son cousin Germain comme une porte de prison ici, avec des accélérations brutales derrière la 2e. Alors ok, il a été super solide sur les points importants, il a sauvé 11 des 13 balles de break qu'il a concédé, il a sauvé cette situation périlleuse, regardez, il venait de breaker, il se fait débreaker, et puis on est sur un 0,40, il va mettre la pression. Mais est-ce qu'on peut faire un débat parallèle? C'est quoi cet angle de caméra? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est pas possible quoi! C'est encore pire qu'à Bercy! Mais il filme d'où là? Il filme de Pluton quoi! Bref, le Monégasque qui va terminer très fort, il est à 32 coups gagnants, 14 fautes directes sur ce match, avec une dimension physique aussi sur la fin. On voit un Rinderknecht, il a un peu cuit, il a les jambes raides, on est à quasiment 3 heures de jeu, et Vachereau il bouge pas. Et je l'ai vu torse-poil le gars, j'ai pas envie de le croiser dans une ruelle sombre, hein. Ah non, 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 non. Et donc nouvelle défaite pour le cousin aîné, et une expression qui me rappelle la mienne ce matin quand je me suis claqué le gros orteil sur ma table basse. En flash, la défaite de Casper Ruud en 2-7 contre Altmaier, pour le seul fan de Casper Ruud en France qui regarde cette chaîne. Alors une cheville douloureuse depuis la semaine dernière, pourtant il était sorti d'une semaine à Stockholm. La finale contre Hugo Humbert, un des plus grands matchs de la carrière de Casper Ruud, mais là raide comme un piqué sur cette position, il nous fait une course dégingandée, et puis le Altmaier toujours aussi délicieux, succulent, avec son revers à une main, Londigne. Félix Auger-Aliassime qui conserve intactes ses chances au Masters, enfin je crois qu'il faut qu'il gagne le titre, ça va être compliqué avec ce revers-là, 6 coups gagnants, 25 fautes directes, le swing du démon pour Félix Auger-Aliassime qui a réussi à survivre malgré tout. Le Canadien, ou plus précisément le Québécois, a réussi à s'en sortir ici sur ce point très important. Il a réussi à se décaler, parce que si c'était un revers là c'était mort. Non, il a réussi à faire un coup droit qui va claquer la bande, alors lui il va s'excuser contrairement à Cameron Norrie, et remporter ce point et remporter ce match. La performance clinique de Yannick Sinner en un screenshot, le voici. Non mais à un moment donné c'est de la cruauté quoi, franchement Yannick, mince alors, regarde on est sur le 2e jeu de service de Zizou Bergs et il est déjà à 32 points joués sur son jeu de service. C'était
de la cuisson à petit feu. Sur le cours numéro 1, le public n'a pas brillé par son intelligence, et c'est souvent le cas d'ailleurs à Paris, avec Davidovich Fokina qui du coup leur a répondu, parce que forcément quand tu te fais siffler sur toutes tes premières balles ratées contre Caso, et qu'il y a 2 balles de débreak à 5-4, et que finalement tu réussis à t'imposer, tu as droit à une petite réaction savoureuse. Corentin Moutet avait annoncé à Alexander Bublik qu'il allait essayer de le renvoyer chez lui. On parlait de ce match éventuellement comme de l'an 0 de cette nouvelle salle. Eh bien écoutez, ça a été un petit cauchemar pour Corentin Moutet. Toutes les balles neutres ont été sanctionnées par le Kazakh. Ici notamment une magnifique accélération en coup droit. Il a vraiment un coup droit qui est monté en gamme depuis son changement de raquette en mars. Ce changement de raquette est clairement l'une des raisons pour lesquelles Alexander Bublik a réussi une excellente saison 2025. À noter également cet appétit défensif qui a été le symbole de quasiment toute cette saison. Ici notamment, il vient se dépouiller sur une course latérale. On l'a beaucoup vu sur ce match, on l'a beaucoup vu lors de ses victoires en 2025. Un premier set masterclass pour Bublik, avec toujours cette petite fantaisie, un petit soupçon comme ça. Là, la belle amortie bien masquée en +1 avec un Moutet qui est trop loin de sa ligne. Un deuxième set beaucoup plus âpre, beaucoup plus accroché, avec le public parisien qui a essayé de rentrer dans le cerveau d'Alexander Bublik où loge une famille nombreuse. Il y aura un petit regret ici dans cette position, même si Coco est loin de sa ligne de fond, il est excentré, mais il a tenté d'y aller sur cette balle de break, ça va rester dans le câble. Et même s'il va repousser l'échéance sur ce 9e jeu avec, tenez-vous bien, 7 balles de break pour Bublik, avec toujours ce service extérieur slicé les 7 fois qu'il a dû sauver une balle de break, et Bublik il va un petit peu s'empaler sur ses revers. Mais finalement, et de façon logique, Sacha Bublik va enfin réussir à se mettre sur son coup droit sur un point important, envoyer une accélération létale droit devant, terminer dans un deuxième temps et remporter ce match avec une belle autorité, une exceptionnelle concentration connaissant le bonhomme. Mais il avait un message à faire passer. Le message, le voici, on est sur une poignée de main bien fraîche pour Corentin Moutet qui a eu le malheur. Et en même temps, c'est cool, on voit il y a un peu de trash talk, il a annoncé qu'il allait essayer de le renvoyer chez lui avant le match. Et ça, je pense que Bublik le savait, l'a entendu. On se souvient de ce qui s'était passé à Phoenix en début de saison, avec carrément des rendez-vous en dehors du cours 10 minutes après entre les deux hommes. C'était très très chaud, mais vous savez quoi? Moi j'aime bien ça, j'aime bien ce genre d'ambiance, j'aime bien ce genre de tension, ça amène quelque chose de différent. Mais attendez, j'étais en train de faire le montage et qu'est-ce que je vois? Regardez ce qu'a signé Alexander Bublik sur la caméra on the way home, en gros de retour chez moi. Extraordinaire. C'est l'heure des 8e de finale demain à Paris-Nanterre. Ce coin prono est sponsorisé par les Winamax de Winami. Vous avez 2 liens, un lien dans la description, un lien en commentaire épinglé, et c'est le même lien, ne vous en faites pas. Vous avez jusqu'à 100 € en cash remboursé sur votre premier pari sur Winamax, et également un code SV10 actif. L'offre, elle est pour les adultes. Alors on regarde les 8e de finale. On commencera demain à 10 h du tome avec Zverev, donc qui est passé par un trou de souris. Fokina qui a lâché un petit peu d'influx là sur son match contre Caso. J'ai envie de partir sur une victoire de Zverev en 3-7 ici. Alors Vachereau, Nori, à un moment donné, Vachereau ça va s'arrêter, oui, il s'envole le tournoi là, qu'est-ce qui se passe? En plus Carlos Alcaraz qui se fait éliminer au tour d'avant alors qu'il était censé sauter potentiellement sur ce 8e de finale. L'histoire elle est folle. Est-ce que physiquement, est-ce que cet élan, à un moment donné ça va pas commencer à coincer? J'ai quand même envie de donner un 7 pour Vachereau. Le 7 pour Rublev aussi lors de son match dans le cœur de l'après-midi face à Ben Shelton, et on va souhaiter énormément de courage à Francisco Cerundolo face au croque-mitaine Yannick Sinner. On se retrouve demain pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des pommes.